Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 avril 2024, donc pas de blague pourrie aujourd'hui puisque c'est passé. On attaque une nouvelle semaine. Alors déjà, si vous avez aimé attendre pour les chiffres du PCE la semaine dernière, vous allez adorer attendre pour les chiffres des NFP à la fin de la semaine. Oui, parce qu'effectivement, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas grand-chose qui a changé au travers de ce long week-end, même si on s'est vu un peu dimanche. Au travers de ce long week-end, on est toujours dans la même obsession, c'est de savoir si finalement la Fed va baisser les taux ou elle va pas baisser les taux. Non, parce que maintenant, 80% des gens sont certains qu'on baissera les taux au mois de juin. Bon, sauf que hier soir, il y a eu un chiffre qui est sorti aux États-Unis, puis du coup, on a comme un petit doute parce qu'il semblerait que l'économie soit un poil trop forte, ce qui voudrait peut-être dire qu'éventuellement, c'est pas sûr qu'on baisserait les taux en juin. Mais le plus important, c'est qu'on est toujours plutôt convaincu que les taux, ils vont baisser. Mais au milieu de tout ça, on fait un peu le bilan, puis on essaie de se retrouver tous ensemble pour voir où on est, parce que par moment, après 4 jours d'absence, eh bien, c'est pas facile. Donc on va pas revenir sur les chiffres du PCE de vendredi, mais par contre hier les marchés américains étaient donc ouverts et on a eu un chiffre, les chiffres du PMI américain, les chiffres du PMI qui sont sortis à 50,3 contre 47,8 le mois précédent, donc le mois de février, ce qui veut dire qu'on est en dessus des 50. Et en dessus des 50, ça veut dire que la croissance, elle est là, que ça repart à toute vapeur et que tout va super bien. Et c'était pas arrivé depuis septembre 2022. Donc il y a un truc qui est en train de se passer. On se dit, oulala, la croissance qui part à fond, l'emploi qui baisse pas, l'inflation qui redémarre. Mais comment on va aller à 2% d'inflation du coup? Donc, petites interrogations. Alors, petites interrogations, bien sûr, ça ne veut pas dire non plus correction sur les marchés. On n'en est pas là. Mais le Dow Jones a quand même baissé de 0,6% hier soir. Et du coup, on a comme un doute. Alors, c'est pas un doute flagrant, mais on a comme un doute quand même. Donc, du coup, on se fait un petit bilan et on se dit, où on en est maintenant? Donc, en résumé, on est exactement là où nous en étions, on va dire, vendredi matin, quand on s'est quitté lors du dernier Morning Bull Live. On se dit, les chiffres, ça va être super important. C'est vraiment nos préoccupations principales. On va pas être déçus parce que, après les chiffres du PMI hier soir, on va encore avoir une pétée de chiffres. Les chiffres de l'emploi ADP, chiffres dont on se fout complètement d'habitude, mais on peut toujours trouver un truc intéressant dedans. Les jobless claims, qui vont certainement montrer une certaine solidité dans le marché de l'emploi, comme ils le font tous les jeudis. Et puis, bien sûr, en fin de semaine, les NFP, et entre deux, j'imagine, quelques banquiers centraux qui viendront nous dire qu'il n'y a pas d'urgence de baisser les taux, qu'on verra ça plus tard, mais que l'un dans l'autre, ils devraient les baisser quand même, mais on ne sait pas de combien. Bref, largement de quoi nous mettre le doute. Donc si vous vous attendiez à entamer ce début du mois d'avril avec des certitudes, c'est oublié. On va recommencer la même chose qu'avant, c'est-à-dire attendre les chiffres de l'emploi pour savoir si on peut vraiment compter sur le fait que la Fed baissera les taux en juin, tout en sachant déjà que le plus important pour nous, c'est qu'ils baissent les taux au moins une fois cette année. On en arrive là, tout ce qu'on veut, c'est juste une fois, une petite baisse des taux en 2024. Oui, on sait, on en voulait 7 au début du mois de janvier, mais on se contenterait d'une, mais garantie par contre. Curieusement, ce qui est assez intéressant à voir aujourd'hui, c'est que finalement, après ce début de semaine très light aux États-Unis, et puis avec l'absence des Européens pour la plupart, on s'est retrouvé avec finalement pas mal d'interrogations. On voit de plus en plus d'articles qui fleurissent en disant « Ah, mais la value, c'est pas mal, toucher les dividendes, c'est quand même sympa. » Et puis on voit que les bilans sont plus solides et plus transparents. Donc pourquoi ne pas revenir un petit peu sur la value? Donc on sent quand même gentiment que les gens se disent « Ouais, la croissance c'est beaucoup monté, c'est pas non plus très très bon marché. » D'ailleurs, on a le modèle de Goldman Sachs qui vient de nous dire l'autre jour, ce week-end d'ailleurs, oui, nous on pense aujourd'hui que quelque part, le S&P 500 et les Magnificent Seven sont surévalués de 13%. Alors c'est assez intéressant parce que Goldman Sachs pense que tout ça est surévalué de 13%, mais en même temps, ils ont un target plus élevé que là où nous sommes sur le S&P 500. Donc comment est-ce que tu peux avoir un target plus élevé en pensant que les titres qui composent cet indice sont trop chers? Bon, il y a un truc qui joue pas. Mais enfin bref, peu importe. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on commence à se poser des questions en se disant peut-être qu'il serait pas idiot de faire une espèce de rotation de secteur, parce qu'on voit quand même sur les graphiques que le Nasdaq, il a l'air un petit peu fatigué par rapport à d'autres indices, que les gros noms de la tech, ils ont un peu plus de peine, et qu'accessoirement, pour l'instant, Nvidia, on dirait que c'est plus difficile de monter de 15% toutes les semaines. Donc du coup, on a un petit peu ce sentiment de fatigue, et en plus, on voit fleurir un peu partout les listes comme quoi les insiders, donc ceux qui savent, les gros actionnaires des boîtes techno, sont tous en train
de vendre depuis quelques semaines. On sait que Bezos y vend, Zuckerberg y vend, Gates y vend. Alors on sait bien qu'on est tous égaux, mais qu'il y en a certains qui sont plus égaux que les autres, mais en tout cas, je sais pas si eux savent quelque chose, mais depuis quelques temps, en tous les cas, et c'est ça qu'il faut retenir, ils vendent. Alors si on croit à fond en la croissance de sa propre boîte, pourquoi est-ce qu'on commence à vendre les titres? On peut se poser des questions. Donc du coup, il y a des doutes. Et donc les gens sont en train de glisser gentiment, de dire je vais réduire mon aspect croissance, aller me positionner sur un truc un peu plus défensif, la value. Et puis puisqu'on parle de ces gens qui ont beaucoup d'argent, on notera aussi au passage que depuis quelques temps, la dernière statistique nous dit que la hausse des marchés boursiers ces derniers temps, qui ont aussi favorisé bien évidemment le soutien de l'inflation, eh bien cette hausse des marchés boursiers fait qu'aujourd'hui, le 1% des Américains les plus riches ont une fortune cumulée de 44 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire que, grosso modo, à eux seuls, ils ont 30% de la richesse américaine. Ce 1% possède 30%. Ça peut que bien finir, bien évidemment. Et puis, de l'autre côté, on notera aussi la bonne nouvelle, c'est qu'avec 44 000 milliards de dollars, ils pourraient, s'ils voulaient, rembourser la dette américaine, qui est de 34 000 milliards de dollars, et avoir quand même 10 000 milliards de dollars pour partir en vacances. Bon, après, 1% des Américains qui partent en vacances avec 10 000 milliards de dollars, c'est pas sûr que ça suffise, mais enfin bref, en tous les cas, on notera que pour certains, ça va mieux que pour d'autres. Et puis, puisque l'on parle d'euphorie ou de marché qui explose ou de croissance exagérée ou de survalorisation, eh bien, on peut aussi noter que le modèle de Citigroup qui est destiné à identifier l'euphorie dans les marchés vient de signaler que c'est bon, on y est. Là, on est en phase d'euphorie. Alors, c'est bien de savoir qu'on est en phase d'euphorie. On ne l'aurait pas deviné ces derniers temps en voyant ce qui se passe. Mais ce qu'il faut surtout retenir, ce qui est surtout très intéressant au niveau de l'euphorie, c'est qu'on ne sait jamais qu'on sait que ça s'arrête. Parce que le marché va continuer à monter dans l'euphorie. À un moment donné, il va s'arrêter. La question, c'est l'élasticité de l'euphorie, de la zone d'euphorie, qui est toujours assez impressionnante. Et ça reste un mystère. Et puis, puisque l'on dit, oui, mais attention, c'est trop cher, c'est trop haut, c'est survalorisé, peut-être qu'il faut commencer à se méfier. Alors, très bien, méfions-nous. Pourtant, quand on regarde les statistiques, regardez le graphique qui s'affiche, eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, si on regarde les statistiques de ce qui se passe quand le Nasdaq vient de monter 5 mois de suite, c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 5 mois que le Nasdaq qui monte. Quand vous avez le Nasdaq qui monte 5 mois de suite, vous avez le premier mois, eh bien, ça continue de monter. Le deuxième, ça continue de monter aussi. Le troisième, ça continue de monter encore. Et puis, le quatrième, bien, ça continue aussi. Donc, vous voyez que quand on a 5 mois de hausse sur le Nasdaq, eh bien, ça a tendance à continuer encore derrière. Donc voilà, c'est pas forcément un signe négatif là où nous en sommes aujourd'hui, et ça veut pas dire qu'on va commencer à baisser demain. Autre sujet qui commence à arriver un peu gentiment dans les médias, c'est les meme stocks. Vous vous souvenez de cette période en 2021 où n'importe quel daube montait de 500% parce que tout le monde est en train de spéculer sur les options? Eh bien, ça recommence. Ça recommence un petit peu. On a vu le comportement de Reddit, on a vu le comportement de DGT, la boîte de Monsieur Trump qui a perdu d'ailleurs 1 milliard hier soir à cause des variations du titre, qui a perdu 21 ou 22%. On voit que ça recommence de nouveau, et on voit aussi au milieu de tout ça que les petits investisseurs, les retail investors comme on les appelle aux États-Unis, sont en train de revenir massivement sur ces titres ultra spéculatifs et aussi sur tous les ETF spéculatifs. Alors on voit beaucoup d'achats sur les QQQs, l'indice qui réplique l'ETF qui réplique le Nasdaq, mais aussi beaucoup d'achats sur les trackers à levier. Donc on voit que les gens sont tous en train d'arriver avec un greed is good à fond et en train de jouer le dernier mile, le dernier mouvement boursier à la hausse. Alors ça risque de monter encore, bien sûr, mais ces gens-là, les petits investisseurs viennent généralement, alors je dis généralement, et c'est pas une insulte, c'est pas un reproche, c'est juste que ça vient un petit peu à ce moment-là où la spéculation est à son top, et donc aujourd'hui on voit beaucoup de ces gens-là qui commencent à arriver. Ça rappelle pas que des bons souvenirs, parce que c'est vrai qu'on a vu aussi des phases à l'époque, dans l'an 2000, où tout à la fin du bull market, on a commencé à voir les médias classiques, les médias mainstream qui ne suivent généralement pas les marchés financiers, qui sont arrivés en disant « Oh, attention, suivez notre guide spécial pour investir dans le Nasdaq ». C'était 15 jours avant, avant le crash boursier de l'an 2000. Donc attention à ces vagues de retail investors qui arrivent. Ça risque de donner un peu de dynamisme et de spéculation, mais en tout cas, historiquement parlant, c'est jamais le meilleur des signaux qui arrivent. Parlons de Tesla. Tesla, c'est un thème très à la mode en ce moment. Je crois qu'on peut pas regarder un journal télévisé sans parler de voitures électriques en ce moment. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur Tesla, la chose la plus importante à retenir, c'est que ce soir, ils vont publier les chiffres de la production de chez Tesla, et ça sera super intéressant. Alors pourquoi ça sera super intéressant? Parce qu'ils ont publié hier un tweet en disant qu'ils avaient produit leur 6 millionième voiture. Donc on peut en tirer des calculs. C'est assez simple par rapport à la différence de voitures produites le précédent
précédent trimestre, eh bien vous faites la différence et vous avez le nombre de voitures qui sont produites ce trimestre. Et c'est les chiffres qui vont annoncer ce soir. Alors aujourd'hui, le marché attend 457 000 voitures produites. Alors on sait que les analystes s'attendent à des chiffres bien en dessous de ça, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de corriger, hein. C'est compliqué de modifier le spreadsheet Excel. Donc on attend 457 000, c'est les chiffres officiels, mais les chiffres officieux, c'est plutôt autour de... Allez, si ça sort en dessus de 420 000, on est déjà vachement content. Il y en a qui sont terrifiés qu'on soit en dessous de 410 000. Mais Dan Ives de chez Wedbush estimait que 420 000, ce serait un gros soulagement. Alors, si on reprend ce calcul de 6 millions de voitures produites, eh bien, ça voudrait dire qu'ils ont produit 450 000 voitures. Alors, quand vous enlevez la différence entre les voitures produites et les voitures vendues réellement, eh bien, on peut estimer que le chiffre devrait se situer autour de 435 000, ce qui serait une super nouvelle pour Tesla. Enfin, une bonne nouvelle, parce que depuis quelques temps, c'est un peu compliqué pour eux. C'est un peu compliqué pour eux parce que vous l'avez vu ces derniers temps, Wells Fargo estime que c'est une boîte qui a de la croissance sans avoir de la croissance. Wedbush estime que les clients et les investisseurs sont fatigués d'attendre quelque chose de la part de la société qui ne vient pas et un espèce de manque de dynamisme, bien qu'ils veuillent toujours croire qu'après la pluie il y aura le beau temps. Et puis chez Bernstein, eh bien ils estiment que pour l'instant il n'y a plus rien d'excitant chez Tesla, il n'y a plus rien à venir. Alors comme je le disais l'autre jour, c'est assez incroyable parce qu'on nous a vendu pendant des années comme quoi Tesla c'était pas que des voitures électriques, et puis soudainement depuis 2 mois Tesla, c'est plus que des voitures électriques. Donc du coup, on peut quand même aussi avoir envie d'être contrariant parce qu'on a envie de se dire, alors que tout le monde a adoré ce titre pendant des mois et des années, aujourd'hui, au fond du bac, après 30% de baisse depuis le début de l'année, plus personne en veut. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les investisseurs sont un peu fatigués par les facéties et le comportement de Musk, mais néanmoins, on peut espérer que les chiffres qui seront publiés ce soir vont nous faire un petit peu retrouver le goût de Tesla. Enfin, on peut espérer, hein, c'est rien de sûr, bien entendu. Mais voilà, il faut se souvenir qu'aujourd'hui, Tesla, ça a eu été, mais pour l'instant, c'est plus. Et puis, pour terminer ce Morning Bull Live, ce premier Morning Bull Live du mois d'avril, eh bien, on va parler du pétrole. Le pétrole qui est à 84,5. Vous le voyez sur le graphique, eh bien, on est en train d'atteindre des niveaux qu'on n'a plus vus depuis bien longtemps, et ça continue. Alors, on arrive sur des niveaux de résistance du canal ascendant sur le pétrole, mais néanmoins, une rupture des 84,5 signifierait l'ouverture pour aller chercher bien plus haut. Et bien plus haut signifie une énergie beaucoup plus chère et signifie 2-3 problèmes au niveau de l'inflation. Je dis ça, je dis rien. Et puis il y a bien sûr aussi l'or qui ne cesse de battre des records. Alors c'est assez marrant parce que quand on regarde un petit peu tout ça, eh bien on a l'or qui est au plus haut de tous les temps, vous avez le Nasdaq qui est au plus haut de tous les temps, vous avez l'intérêt sur les titres spéculatifs qui est au plus haut de tous les temps, et il y a un truc qui joue pas, puisque normalement les gens ils achètent de l'or quand ils ont peur, et puis ils achètent de l'or quand ils pensent que l'inflation va continuer à monter, et pourtant on nous vend que l'inflation elle va plus continuer à monter. Donc il y a un truc qui joue pas quelque part. Néanmoins, techniquement, l'or s'est ouvert la porte à toutes les fenêtres. Visiblement, il a l'air d'être prêt à aller à 2500, ça paraît être la logique comme ça a priori, mais quand on a cassé des niveaux pareils, ça peut aller très très vite, très très haut. Enfin, gros regain d'intérêt sur l'or, et bien sûr aussi beaucoup de pays qui achètent de l'or, histoire d'avoir un petit peu de backup au cas où la géopolitique partirait dans le mauvais sens. Et puis alors, pour terminer ce petit tour, très petit tour des matières premières, eh bien on signalera encore une fois, parce que c'est le truc à la mode, que c'est chaud cacao du côté du cacao justement, et puisque le cacao a pété les 10 000, ce matin on est à 10 300 $ la tonne, juste après les fêtes de Pâques où on a eu droit à tous les reportages sur les chocolatiers. Et bien maintenant on voit que le cacao continue encore de monter et ne s'arrête pas de monter sans arrêt. C'est assez impressionnant parce que la performance est bien sûr bien plus élevée que celle du Bitcoin depuis le début de l'année. On s'entend bien. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui, cette remise en route après ce long week-end. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à venir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un très bon mardi, très bonne journée. À demain. Bye bye.